Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative de Verizon. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Verizon plutôt du coup. On est sur une société qui est une action qui est plutôt en range, hein. On a fait un point haut en 2020, on n'a toujours pas retrouvé ce niveau. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. On a la publication du premier trimestre disponible sur Coifin. Ça nous donne une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé de 1%, proche de la médiane. Il n'y a plus de croissance sur ce dossier. C'est normal, les télécoms c'est un secteur qui est très très mature. On a fait 17 milliards d'acquisitions, pas d'acquisitions à signaler dans les 2 dernières années, d'après l'outil en tout cas. Décroissance sur 2023, mais on a réussi à retrouver un peu de croissance sur 2024-2025. Bon, c'est pas si mal. Maintenant, on n'est pas là-dessus pour la forte croissance, ça c'est clair. On continue avec les taux de marge. C'est plutôt stable, donc ce sont des oligopoles, hein, les télécoms, donc en fait les parts de marché ne bougent pas et donc les marges ne bougent pas vraiment. On est au niveau d'avantage concurrentiel, on est à 60%, donc c'est très bien. Bonne capacité à en tout cas maintenir les prix. Ça c'est bien. Taux de marge d'EBITDA 36,5 sur la médiane, très bien, on maintient l'efficience opérationnelle. Attention, la dette, on a eu la marge nette, on a eu un creux ici, donc est-ce que ça c'est de la dépense non cash? Est-ce que c'est de l'exceptionnel? Si on regarde les free cash flow, ils suivent pas la même trajectoire, donc là, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, mais ce qu'on peut dire sur les marges, c'est que c'est correctement géré, hein, c'est ce business dans les télécoms, donc pas de problème. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on a quand même une bonne différence entre les bénéfices nets sont bien plus importants que les free cash flow. Est-ce qu'on a un BFR qui nous impacte? Oui, pour 35 milliards, donc ça fait baisser les cash flows opérationnels et à dépenses en capital constante les free cash flow. On a les dépenses en capital qui sont plus élevées que les dépréciations amortissement. C'est un business qui a besoin d'investissement constant, hein, donc on continue à investir dans le déploiement des nouveaux réseaux de communication. Et est-ce qu'on a du other cash items? On en a pour 71 milliards. Donc ça devrait aider les free cash flow. Donc, bon an, mal an, je pense que vous retrouvez la différence ici avec tous ces éléments. Pour valoriser l'entreprise, il vaudra mieux utiliser les free cash flow pour être plus conservateur. S'il n'y a pas de dette, évidemment. La rentabilité opérationnelle. On a 13,7% en médiane de rendement des capitaux investis, ce qui est bon, plutôt bon, mais ça a chuté depuis 2020 et on n'est plus qu'à 10%, on va dire. Bon, ça reste très bon pour une société qui a plus de croissance, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de rentabilité pour s'autofinancer, mais le cash ainsi dégagé va permettre de se désendetter et de rémunérer l'actionnaire. La dette, justement, on se trouve à 165 milliards de dettes, ce qui représente plus de 3 fois l'EBITDA. Est-ce que c'est le moment de paniquer? Ben, pas vraiment, parce que sur les télécoms, on a de la visibilité sur les cash flows, donc on peut s'endetter jusqu'à 5 fois l'EBITDA sans trop de problème. Donc pas de panique à ce niveau-là. En plus on voit que la dette est en baisse depuis quelques trimestres, donc ça c'est encourageant. Niveau free cash flow, on est à 8 fois les free cash flow en dette nette. Bon, là-dessus non plus, il n'y a pas de panique. On est à des niveaux qui sont soutenables. Surtout que les télécoms peuvent s'endetter à des taux d'intérêt qui sont plus attractifs que les autres secteurs d'activité, grâce à la visibilité sur les cash flows. Donc c'est pas un problème. La rémunération de l'actionnaire maintenant. Le point le plus intéressant à mon avis du dossier. Vraiment l'actionnaire à 6,4%, avec un dividende copieux, 11,3 milliards, donc un gros dividende qui est versé, qui représente un peu plus que la moitié des free cash flows, mais guère plus, donc c'est soutenable à ce niveau-là. Maintenant je suis pas sûr que ça va augmenter beaucoup plus. Et on a un peu de dilution sur le dossier, donc dommage. Ça serait bien de au moins compenser la dilution en faisant des rachats d'actions. En tout cas, une rémunération d'actionnaire à 6,4%, c'est intéressant quand même. Est-ce que la valorisation justifie des rachats d'actions? Justement, en valeur entreprise sur EBITDA, on a à la louche 10% de décote, entre 5 et 10% de décote. Petite marge de sécurité donc. Et conclusion du dossier Verizon, si vous êtes à la recherche de dividendes, pas trop risqué, c'est intéressant à mon avis. Quand même un rendement du dividende qui est au-delà de 5%, c'est pas si mal en dollars, on est quand même plutôt robuste, avec une marge de sécurité sur la valorisation. Donc voilà, c'est vraiment
plutôt pour un rentier, à mon avis, il faut pas espérer une revalorisation des multiples sur ce dossier. Donc voilà, plutôt un dossier de rente. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.